Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois le jeu. Plaisir ou fuite? Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Olivier Servet. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université catholique de Louvain. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'un anthropologue s'intéresse-t-il au jeu? Le jeu est une pratique qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les sociétés humaines. Donc pour un anthropologue, c'est un objet commun, c'est un objet qui existe partout, qui est très présent, qui n'est pas que l'affaire des enfants d'ailleurs. On joue à des jeux différents, mais à tout âge. Et donc le jeu est vraiment une pratique humaine, une pratique qui fait notre humanité. Est-ce que pour vous, ça voudrait dire, si c'est une pratique qui fait notre humanité, est-ce que la vie est un jeu? Alors là, c'est autre chose. En général, selon les sociétés, on va déterminer ou pas une frontière entre ce qui est de l'ordre du jeu et ce qui est de l'ordre du reste ou de l'activité quotidienne ou de l'autre activité. Certains auteurs, d'ailleurs, ont fait cette séparation entre le cadre du jeu et le moment du jeu et puis le reste de la vie des humains à un moment spécifique. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire, particulièrement dans nos sociétés, que cette frontière est plus poreuse et plus particulière. Quelques collègues parlent de gamification de nos sociétés, où le jeu a tendance à envahir notre quotidien, envahir les vies professionnelles. On va mobiliser un certain nombre d'éléments du jeu pour animer, pour, on va dire, dynamiser la vie quotidienne. Et vous, comme anthropologue, vous faites des recherches spécifiques sur le jeu? Alors depuis quelques années, je me suis intéressé avec un laboratoire interuniversitaire ici en Belgique francophone, un laboratoire jeux et monde virtuel, à cette question du jeu, que ce soit le jeu vidéo qui a pris une place très importante au sein du jeu, la sphère du jeu dans nos sociétés technologiques, mais aussi d'autres types de jeux, jeux grandeur nature, jeux de société également. Ce sont des phénomènes récents pour vous, le phénomène du jeu, même si ça a traversé toutes les cultures. Est-ce qu'on porte un regard différent aujourd'hui sur le jeu? Je pense qu'on considère aujourd'hui que c'est un objet beaucoup plus important qu'on ne l'aurait imaginé. Dans des sociétés où le lien social est fragilisé, où le lien social est plus ténu et plus difficile et plus particulier qu'il y a quelques décennies, on sent que le jeu devient un espace important pour la construction de la sociabilité. Et donc pour renouer, recréer des groupes plus stables, le jeu joue à différents niveaux un rôle plus important et du coup d'objets soit un peu amusants ou d'objets pas très légitimes pour le chercheur, il est devenu un objet de recherche aujourd'hui qu'on prend beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Et avant qu'on ait le jeu du monde adulte, par exemple, où est-ce qu'on trouvait ces lieux de socialisation, ces lieux où l'imaginaire pouvait jouer? On peut par exemple parler des religions. Concrètement, les religions, depuis les catéchismes et autres éléments de socialisation de la prime enfance jusqu'au grand âge adulte, on avait vraiment un travail de l'imaginaire, un travail de la sociabilité qui était très important et qui prenait une place clé. Probablement pas pour rien que si on regarde au XIXe siècle par exemple, les églises chrétiennes étaient plutôt combatives vis-à-vis du jeu laïque. Donc on sentait vraiment qu'il y avait une tension et on a eu toute une série de mesures pour réfréner ou pour réglementer le jeu. Aujourd'hui, la situation est différente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le jeu remplace un petit peu ce que les religions ont donné pendant un temps? Ou c'est allé trop loin, ça? C'est peut-être allé trop loin, mais en tout cas, il y a des interpénétrations de ces deux réalités beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et je pense que sur la dimension rêve, sur la dimension, on va dire, capacité à fantasmer certaines réalités, à pouvoir projeter aussi un certain nombre d'envies, de désirs, de soi positifs, là, on a probablement des similitudes. Justement, le jeu, on le joue par plaisir ou bien quelque part c'est un moyen aussi de fuir une réalité qui n'est pas toujours évidente, pas toujours rose quand on voit la réalité de notre monde aujourd'hui? Je pense qu'un des moteurs clés du jeu, c'est l'amusement. Et donc le plaisir, il doit être là. Sinon, on n'est plus dans le jeu, on est dans autre chose. Et donc le plaisir, ce qu'on appelle le fun en anglais, c'est un élément clé. Maintenant, est-ce que ça répond à d'autres questions que les individus ou les groupes humains se posent? C'est évident. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une
société très incertaine, écologiquement, on nous parle de changement climatique presque tous les jours, où des jeunes et des moins jeunes se disent finalement la réalité économique est pavée de nuages gris. Est-ce qu'on a une capacité à s'évader ? Je pense que ça s'est limité, que le jeu vient réouvrir les possibles, vient réouvrir cette capacité à rêver vraiment et au fond se redéployer positivement. Mais à rêver, mais justement, est-ce que le rêve, quelque part, ne nous éloignerait-il pas alors de la réalité du monde dans lequel on est ? C'est un vaste débat. Je pense qu'il faudrait rentrer dans la spécificité des jeux, parce qu'entre un jeu de société autour de la table, en famille, ou avec un groupe d'amis d'année en année, un jeu grandeur nature où on va s'évader 3 ou 4 jours par an dans une activité où on va vraiment prendre la peau physiquement de son personnage, ou un jeu vidéo où on va jouer 2-3 heures par jour en soirée, on est dans des configurations très différentes. Donc c'est important de rentrer dans la nuance. Avec la nouveauté, je pense le jeu vidéo notamment, on a tendance très vite à juger, à rentrer dans du normatif, à avoir la peur. Un de mes collègues américains, Tom Bulstorff, qui travaille à l'Université de Californie, avec qui j'ai beaucoup travaillé, a mis en parallèle les réactions des journaux avec l'émergence des jeux vidéo et du télégraphe à la fin du 19e siècle. Et c'était sidérant de voir en fait qu'on était dans la même rhétorique. Une rhétorique de la peur, la désocialisation, ces gens vont se couper des autres, etc. On retrouve exactement les mêmes choses. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'a peur, même du téléphone. Et donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Dans tout nouveau phénomène de communication humaine, on va avoir des choses qui vont se produire, et donc il y aura aussi des choses grises, voire noires. Il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, mais il y aura aussi des nouvelles stimulations et des nouvelles portes ouvertes. Vous avez le sentiment que le jeu peut être un véritable facteur de socialisation et donc d'intégration dans la société ? Ah, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Alors de nouveau, on parle du jeu et puis après il y a ces différentes matérialités, concrétisations, mais le jeu est aujourd'hui un élément clé de transmission, de valeurs, de pratiques, de compétences. Il est de plus en plus utilisé, même à l'université. Aujourd'hui, on fait des jeux de rôle avec nos étudiants et c'est plus uniquement le cours ex cathedra, mais on a intégré le jeu dans la pédagogie de plus en plus clairement. Quand vous dites les valeurs, quelles sont les valeurs que le jeu peut donner ? Par exemple, des gens qui jouent aux jeux vidéo, quelles sont les valeurs qu'ils vont pouvoir mettre en place ? Par exemple, on dit souvent dans beaucoup de jeux, les jeux de coopération sont minoritaires dans les jeux de société classiques. J'ai tendance à dire aujourd'hui, dans beaucoup de ces jeux vidéo, la coopération joue un rôle clé. Que ce soit des petits groupes de 4-5 personnes, et en apparence dans des jeux où on aurait le sentiment que c'est des jeux violents, des jeux de guerre, mais en fait le jeu de guerre c'est vieux comme l'humanité pratiquement. Mais ce qui est au centre de ces jeux de guerre, c'est la solidarité au sein d'un petit groupe de 4-5 personnes. On le retrouve sur des groupes plus importants, dans les guildes de jeux vidéo de type jeux de rôle vidéo. On va vraiment avoir des coopérations à des tailles de 30-40 joueurs presque tous les soirs. Donc la coopération, la solidarité au sein du groupe, la fidélité à son groupe joue un rôle clé, et par l'expérimentation collective derrière son ordinateur, mais avec les autres, on va progressivement l'intégrer. Ce n'est pas qu'un discours, ça devient vraiment quelque chose de vécu et d'expérimenté. Ce qui signifie que, alors, quelque part, nos rapports humains vont changer aussi. Est-ce que le jeu va avoir une incidence dans la manière dont on va être en relation les uns avec les autres ? C'est tout à fait évident. Donc petit à petit, le rapport aux autres, ici on va choisir les autres et le groupe dans lequel on est à partir de sa passion commune, qui va prendre du temps, qui va prendre beaucoup de temps. À partir du moment où elle est importante, les liens qu'on va tisser vont être eux aussi des liens qui comptent, et va se dessiner alors sur base d'un choix un nouveau type de proches en fait, qui ne sont plus des proches liés au sang, qui ne sont plus des proches liés au milieu social, mais qui sont liés à une passion commune choisie. Ce qui signifie aussi que la présence n'est plus toujours nécessaire. Alors ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai travaillé vraiment sur cette question du corps, parce que la mutation, c'est vraiment la mutation du passage. Est-ce que le corps est un impératif pour créer le lien ? Et ça a longtemps été, on va dire, presque un dogme. On était convaincus comme anthropologues que le corps avait ce rôle clé. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par la parole, parce qu'en fait, c'est ça qui est échangé dans ces jeux, on se parle énormément sans se rencontrer, il n'y a pas de jugement du corps. J'ai travaillé avec des handicapés, j'ai travaillé avec des malades chroniques qui me disaient, dans ces activités-là, je peux être intégré dans des groupes parfois très performants,
où on ne prêterait aucune attention à qui je suis si on regardait mon corps, un corps qui est déficient ou un corps qui est en souffrance, parce qu'on me juge d'abord par mes performances pour le collectif et pas par mon corps ou mon apparence physique. Olivier Servet, merci d'avoir pris le temps de nous apporter votre regard d'anthropologue sur le jeu. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.